Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dont le titre est La décarbonation du transport, enjeux et initiatives pour le secteur de l'ameublement. Donc, ce webinaire est mené dans le cadre d'un programme dont on vous parlera un peu plus après, qui est soutenu par l'ADEME et par le CONIFAB et en partenariat avec l'ameublement français. Mathis, si tu veux bien passer à la slide suivante. Pourquoi est-ce qu'on parle de transport et d'ameublement? Tout simplement puisque le secteur de l'ameublement est lauréat d'un appel à projet de l'ADEME de 2022 pour déployer une méthode qui s'appelle Acte pas à pas et qui vise à accompagner les organisations dans la structuration de plans de décarbonation. Et donc, on sait que le sujet de la logistique est un enjeu fort pour les entreprises et pour lesquelles on n'a pas toujours facilement les clés pour pouvoir activer les bonnes actions à court, moyen et long terme. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a trouvé des témoignages et des intervenants inspirants pour montrer ce qui se fait aujourd'hui en termes d'initiatives dans le secteur de l'ameublement et qui va être représentatif des enjeux carbone pour cette partie logistique. Donc, en termes d'intervenants, on a le plaisir d'accueillir trois personnes. On commencera avec Mathis Boldrini, qui est chargé de mission Fred 21 au sein de l'AUTF. Donc, tu commenceras par nous présenter ce qu'est l'AUTF et les différentes missions que vous menez. Et on a la chance d'avoir deux entreprises témoins. On aura tout d'abord Olivier Lang, qui est directeur logistique Europe au sein de Steelcase, et ensuite Guillaume Fouchard, qui est directeur de site dans la société française Coolidor. Donc voilà, sans plus attendre, Mathis, je te propose de prendre la main et on est ensemble jusqu'à 11 heures et on a prévu à peu près 20 minutes de questions-réponses. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, effectivement, je me présente Mathis Boldrini, je fais partie de l'AETF, qui est l'Association des utilisateurs de transport fret, une association qui, depuis plus de 30 ans, défend ce que nous, on appelle la voie des chargeurs, c'est les intérêts de ces entreprises qui affrètent du transport de marchandises auprès des pouvoirs publics et européens. Et c'est en 2015, lors de la COP 21, qu'on a eu l'idée de lancer une démarche pour accompagner les entreprises dans la réduction des gaz à effet de serre liés à cette activité de transport. C'était dans l'air du temps avec la COP 21. Et donc, c'est pour ça que Fred 21 est né et aujourd'hui est rattaché à un programme un peu plus large qui s'appelle le programme F que vous avez sous les yeux pour engagement volontaire pour l'environnement. C'est un programme qui a été lancé en 2018 et qui est du coup aujourd'hui avec plusieurs dispositifs, qui comprend plusieurs dispositifs, dont Fred 21 pour les chargeurs, EVCOM pour les commissions de transport, objectif CO2 pour les transporteurs de marchandises et pour les chargeurs avec des flottes propres, on en reparlera, et puis également pour les transporteurs de voyageurs. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir le retour d'expérience de Steelcase et Collider qui donc sur deux dispositifs différents, et on en parlera juste un peu après. Euh, pour vous donner un peu plus de détails sur le programme EVE, c'est un programme qui est porté par différentes instances professionnelles et par l'État. Nous y retrouvons notamment EcoCO2, qui va être une entreprise qui va être l'administrateur du programme EVE, donc qui va mettre en lien toutes les parties prenantes, gérer les subventions, etc. Et puis beaucoup d'autres organismes, dont la UTF, mais également CGF pour les grossistes, FNTR pour les transporteurs, FNTV pour les transporteurs de voyageurs, etc. On a plusieurs porteurs. Et puis, le programme est financé dans sa totalité par les certificats d'économie d'énergie, les C2E. C'est lié à une loi française qui oblige les énergéticiens à participer à la transition énergétique financièrement. Et c'est grâce à cela qu'on peut financer toutes les personnes qui travaillent sur le programme tous les jours et puis subventionner les entreprises qui veulent s'engager. Alors, Fred 21, plus particulièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement volontaire pour les chargeurs qui vise à réduire l'impact de cette petite partie qui est entourée en jaune sur le schéma du transport de marchandises amont et aval. Donc, c'est une partie du scope 3 si vous connaissez les bilans carbone et si vous avez un peu
voilà, suivi ce que c'était. Qu'est-ce que nous proposons à travers Fred 21? Tout d'abord, des fiches d'action pour aider les chargeurs à y voir un peu plus clair sur cette problématique des émissions carbone et puis pour trouver des actions concrètes à mettre sur le terrain afin de décarboner cette activité. On va mettre aussi en place un outil de calcul qui a deux objectifs. Le premier, quantifier les émissions de gaz à effet de serre, faire un bilan carbone sur une année de référence des émissions liées à cette activité de transport et également simuler des actions de réduction pour vous aider à prendre des meilleures décisions sur le plan d'action sur lequel vous allez vous engager. Et enfin, pour ce que c'est un sujet qui est un peu complexe, nous avons décidé de faire accompagner chaque chargeur par un accompagnement personnalisé. Il existe plusieurs types d'accompagnement, mais globalement, vous aurez un cabinet de conseil qui vous suivra le long de l'aventure. C'est également un engagement qui est reconnu par les pouvoirs publics, quelque chose qui est peu commun, puisque votre dossier passera forcément devant un ou une représentante de l'ADEME, et donc votre engagement sera reconnu par ce biais-là. Il existe, donc je vous ai parlé jusqu'à présent d'un engagement volontaire, hein, c'est la charte, on appelle ça la charte Fred 21, donc un accompagnement de 6 mois, et ensuite c'est votre engagement sur les 3 années à venir. Mais il existe également depuis 2023 un label de performance pour valoriser les hauts niveaux de performance. Donc on va aller voir les entreprises qui ont déjà mis en place beaucoup d'actions et qui veulent valoriser cela. C'est une performance qui va être auditée avec plusieurs caractéristiques à avoir euh, et qui permet de valoriser vraiment ce niveau de performance. Pourquoi s'engager? On en reparlera sûrement après avec les retours d'expérience, mais nous, on avait déjà, enfin, on présente déjà quelques idées. On verra si nos collègues sont d'accord avec ces retours-là. Mais évidemment, le bénéfice environnemental, c'est notre première mission. C'est celui qu'on souhaite diminuer les gaz à effet de serre. Nous sommes en retard en France sur le sujet du transport et il faut rapidement faire changer les choses. Même si on commence à enfin diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours pas suffisant malgré le nombre d'actions qui ont été mises en place. Il va y avoir un bénéfice économique. Souvent, avec l'optimisation logistique, on voit un rapport économique qui est direct. On va également avoir un bénéfice managérial, puisqu'on va pouvoir fédérer les collaborateurs qui sont déjà présents dans les entreprises, et puis potentiellement ceux ou celles qui arriveront dans les entreprises, puisque bah, les nouvelles générations sont de plus en plus ont besoin voilà, d'avoir des actions de ce type-là pour l'écologie. Une reconnaissance des pouvoirs publics, j'en ai déjà parlé un petit peu. Double bénéfice commercial, on entend par là développer de meilleures relations commerciales avec les partenaires de transport notamment, hein. En tant que chargeur, on va travailler avec des transporteurs. Et intégrer la dimension carbone dans les accords permet d'avoir des relations un peu plus longue distance et plus solides. Et puis enfin, un bénéfice réglementaire, puisqu'on va pouvoir anticiper les lois à venir plutôt que se retrouver face au mur réglementaire. Donc pour nous, c'est un peu tout ça, les raisons pour lesquelles s'engager. On verra un peu plus tard si ça se concrétise ou pas. Je vous ai mis ici, après cette rapide présentation, mes contacts pour, si vous souhaitez, suite à voilà, cette présentation, me recontacter pour avoir un peu plus d'informations. Évidemment, attendez les témoignages, c'est ça qui va être le plus intéressant dans ce webinaire. Mais n'hésitez pas à me recontacter à la suite, vous les avez ici. On est disponible avec tous les chargés de mission sur Fred 21 et Remote. Et je vous ai mis également, si vous souhaitez nous avancer dans la démarche et vous présenter directement à nous, vous pouvez passer par ce lien-là, qui est une attestation de sensibilisation. Ça nous permet, nous, de récupérer vos informations et vous de voilà, montrer votre volonté d'en savoir plus pour aller plus loin dans la démarche. C'est la première étape, ça ne vous engage en rien, mais ça nous permet de partager les informations. Si cela vous convient, je passe la main à Monsieur Olivier Lang pour qu'il puisse témoigner pour l'engagement de la société Steelcase. Euh, je vous remercie pour votre écoute. Merci Mathis. Bonjour à tous. Et puis encore une fois, merci Émilie, merci Mathis de l'opportunité. Aussi d'ouvrir mon carnet d'adresses avec Monsieur Fouchard. Donc on va avoir le temps de prendre relation plus tard. Mais donc je suis dans la société depuis 7 ans. Pour autant, c'est une entreprise qui est un tout petit peu plus âgée que la mienne, que ma présence dans la société.
J'ai mis quelques informations clés pour nous comprendre. C'est une société américaine donc, qui est globale, présente dans toutes les régions du monde, qui a été fondée en 1912 et qui ensuite a été progressivement présente dans le marché européen à partir de 1974. On a une présence au niveau manufacturière et logistique que j'ai souhaité vous exposer pour que vous puissiez aussi comprendre un peu nos enjeux. On a des présences dans un certain nombre de pays en Europe, principalement occidentale, avec des spécialités selon nos usines ou des spécialités par marché selon les proximités qu'on peut avoir. Et on va mixer à la fois de la logistique et de l'activité manufacturière dans ces différents sites. Ce qui est important à comprendre, surtout dans le monde du mobilier de bureau dans lequel nous agissons, c'est que nous n'avons pas de stock préalable de produits finis. Tout est fabriqué à la demande, à la commande, avec un délai de 3 semaines. On commence sur les produits les plus importants. Et notre souhait, c'est de pouvoir livrer directement les sites d'installation. Par exemple, on a eu l'occasion de livrer 3000 mètres cubes sur la Grande Arche de la Défense à Paris sur une durée de 3 mois. Un autre exemple de site phare sur la France, c'est les Tours du Haut, plus récemment sur Ivry-sur-Seine, qui sont utilisés par Natixis, où pareil, on a dû gérer un projet de livraison de 3000 mètres cubes avec une livraison entre 2 heures et 6 heures du matin pour des problématiques d'accessibilité. Et notre objectif, c'est de fixer rendez-vous sur ces sites d'installation et de nous tenir à notre engagement sous 30 minutes puisque derrière, à destination, on a un certain nombre de collaborateurs qui vont attendre pour décharger les semi-remorques. On parle de gros volumes, comme vous l'avez pu le constater, et qui ensuite vont faire tout le dispatch et installation. Parfois même en nocturne, comme sur la Grande Arche de la Défense, on avait même eu à faire de la coactivité. On avait un seul monte de charge pour tous les corps de métier présents. Donc, ça nécessitait une bonne coordination. Et donc, la capacité à être ponctuel est essentielle pour le bon déroulement de notre activité. Donc voilà un petit peu quelques éléments importants pour comprendre un petit peu notre société. Si on passe sur la suite, donc on va pouvoir montrer un petit peu des données qui nous permettent de comprendre quelle est notre volumétrie d'activité. Je parle de données actuelles, c'est les 12 derniers mois roulants que je vous ai sortis ici. 700 000 mètres cubes à traiter par an, autour de 13 000 transports, sans compter parfois des petites choses annexes qu'on peut avoir à gérer ou des transports qui viennent être récupérés par nos clients pour des exportations vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Notre mix est principalement routier, on a du maritime, on a aussi un tout petit peu d'aérien quand on est très en retard ou quand on a des problématiques à gérer. Donc ça, forcément, on y a recours de temps en temps, mais vous voyez que la majorité de notre activité sur l'Europe est faite en flux routier. Et donc l'optimisation de ces transports est important et notre présence en France n'est que partielle, vous l'avez vu sur la cartographie, notre présence est répartie sur différents pays. Par conséquent, l'impact du transport routier spécifiquement sur la France est relativement important comparé à toute l'Europe que l'on a en termes d'activité. Donc, partons de ce postulat qui est sur des activités réelles, qui intègre aussi la baisse d'activité qui, en général, a affecté le secteur de l'ameublement depuis la crise Covid, mais aussi le conflit en Ukraine qui a fortement challengé nos activités, nos volumétries de demande. Donc, on a quand même un impact, on a quand même une volumétrie de transport à gérer qui est nécessaire à optimiser et sur lequel on peut agir aussi dans cette démarche de réduction de nos émissions de CO2. C'est une démarche qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an, qui est un groupe de réflexion qu'on a mené avec mon équipe, avec notre responsable aussi hygiène, sécurité, environnement, et avec aussi un représentant commercial pour le marché français afin de pouvoir mettre en avant aussi nos capacités à influer sur ce domaine. Donc, vous voyez l'engagement qu'on a pris dans l'encadré en haut à droite, sur un périmètre européen, un engagement de moins 5% pour commencer, pour voir aussi un peu comment on peut piloter ça. Et donc, 4 axes principaux sur lesquels on travaille. Et comme le disait Mathis, il est clair que l'axe économique est aussi important, c'est-à-dire que les conséquences de nos actions d'un point de vue maîtrise de nos coûts de transport va avoir aussi un côté vertueux en plus de pouvoir et réduire nos émissions de CO2. On a donc des équipes en interne qui gèrent l'optimisation des transports en ayant cette contrainte de ponctualité que je vous évoquais, puisqu'on doit s'organiser pour respecter les plannings de livraison qui sont définis selon les chantiers que l'on a à livrer.
Et donc, on va chercher à optimiser le taux de chargement, notamment sur les longues distances, pour favoriser le multi-client quand c'est possible. On va chercher à limiter ensuite les distances parcourues ou limiter le nombre de camions que l'on va mettre sur la route en ayant possibilité de faire du multi-picking, c'est-à-dire passer d'une usine à l'autre pour récolter un certain nombre de produits pour ensuite les livrer sur un site client. Et puis, dans le dialogue avec nos partenaires au niveau transport, on est plutôt sur des petits acteurs économiques qui sont soit des petites sociétés avec 40, 50 cartes grises, soit des sociétés qui sont spécialisées dans le mobilier de bureau, comme certaines associations qui existent au niveau européen de partenariat entre des sociétés de transport. Je pense à le MAC 3000 notamment qui agit dans ce domaine, qui nous permet d'avoir des spécialistes avec les bons équipements, les bons chauffeurs aussi pour pouvoir aider au déchargement des produits à destination. Mais dans cette sélection des partenariats, on va plutôt regarder donc, des structures de plutôt petite taille, voire moyenne, et travailler avec eux sur un engagement responsable. L'éco-conduite est importante déjà pour changer la donne. Et ensuite, comment progressivement on peut s'orienter vers d'autres axes plus vertueux, comme par exemple des carburants alternatifs, comme ceux qui sont cités ici, et puis, regarder comment on va repenser nos circuits de distribution avec, bien sûr, des boucles pour essayer d'utiliser au maximum les camions pour éviter les transports à vide, mais progressivement, regarder comment on va relever le défi de l'accès aux métropoles, puisque les ZFE sont en train de se déployer. Vous le verrez ensuite avec M. Fouchard qui exposera cela, mais les ZFE ont un impact important aussi sur notre capacité à pouvoir rentrer dans ces métropoles. Et la problématique de l'acheminement longue distance, qui est le mien, puisque nos usines sont réparties en Europe, et ensuite l'approche du dernier kilomètre qui doit être avec de l'hydrogène, avec du gaz, avec de l'électricité, mais qui a des contraintes en termes de parcours qu'on peut faire. Ce sont des problématiques sur lesquelles on va se poser et on doit éliminer la partie manipulation, manutention qui est associée à nos produits pour limiter les coûts, pour limiter le temps qui est passé à ces opérations, mais aussi pour permettre de fluidifier le flux pour être le plus tendu possible au niveau de nos calendriers de transport. Donc ces approches-là, on les a, on va faire des pilotes, on va faire un pilote notamment sur la partie Île-de-France pour ce qui concerne la France, où on est en train de travailler avec une société de transport et avec d'autres partenaires pour évaluer des concepts qui nous permettront d'aboutir à cet objectif de transport longue distance sur lequel pour l'instant le diesel reste encore très compétitif, même au niveau pollution, mais qui permettra ensuite de transférer le fret de manière efficace et sans manipulation pour permettre ce dernier kilomètre plus vertueux avec les contraintes d'accès environnementales qui peuvent exister. Les contraintes d'accès, c'est des contraintes de dimension, de taille, et puis les contraintes environnementales, c'est le droit de circuler en fait dans ces métropoles. C'est un enjeu important parce que déjà, quand on regarde à l'échelle de la France, chaque zone, chaque métropole a son propre rythme de mise en place de ZFE et ses propres exigences. Quand on regarde au niveau européen, chaque ville, aussi en Europe, a son propre calendrier, son propre protocole. Donc il faut savoir progressivement s'adapter à ces contraintes-là. Voilà en quelques mots le retour d'expérience que l'on a. Ça nous permet, bien entendu, fédérer des équipes autour de cette démarche. Il faut aussi se rendre compte que les générations plus jeunes que l'on est en train d'intégrer dans nos services, puisque là j'ai recruté notamment dans le service transport, j'ai renouvelé des personnes qui partaient à la retraite, on sent aussi une appétence pour aller vers ce plus vertueux, pour avoir un impact positif, ça leur parle, et pouvoir les associer à cette démarche, ben, ça permet effectivement d'avancer dans le bon sens. Bien entendu, il y a d'autres aspects. On est challengé aussi lors des appels d'offres pour pouvoir répondre sur quelle est notre démarche environnementale au niveau corporate, mais aussi physiquement au niveau des transports, de manière assez concrète. Voici en quelques mots le retour d'expérience que je peux vous faire et je vous propose donc de passer la parole à M. Fouchard ou Mathis. Non, bah, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Euh, je crois que nous avions une question pour le chat. Est-ce que, si je me trompe bien, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on préfère la poser après la, la présentation de M. Fouchard et de Coulidor? Je me tourne vers Émilie Bossan. Bah, je pense qu'on a le temps, Catherine, parce que je ne sais pas si les gens qui sont présents connaissent le dispositif Fred 21. Donc, voilà. Vous avez normalement un petit Un petit sondage qui sondage. s'affiche. Ouais, Ouais, ça je y me est, il est permets de vous le lancé. lire. Donc,
Par rapport aux quatre axes de travail, ce qu'on vous a un peu présenté juste avant, je vous remets la diapositive de présentation ici. Donc l'axe 1, taux de chargement, l'axe 2, distance parcourue, l'axe 3, moyen de transport et l'axe 4, achat responsable. Est-ce que vous avez déjà pris connaissance de ces axes-là? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur certains d'entre eux, même sans forcément être au courant que c'était les axes intégrés à Fred 21? Et, donc, est-ce que vous, de par votre propre expérience et vos propres volontés d'action, vous avez voilà, des actions sur ces différents axes? N'hésitez pas à répondre via le sondage. Effectivement, oui. Nous avons tout de même des actions qui sont... on a plusieurs actions dans chacun des axes, donc c'est comme quoi, en fait, on a quand même des personnes qui sont au courant de enfin, la globalité des actions qui sont possibles d'un point de vue terrain pour limiter les gaz à effet de serre sur le transport. Donc, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et le taux de chargement qui arrive quand même en première position sans grande surprise, puisque c'est souvent relié à une problématique économique, effectivement. Donc, il est souvent très travaillé. Mais il faut savoir que dans le top 5 des actions que les 460 et quelques chargeurs qui sont engagés dans Fred 21, la première aujourd'hui est liée aux moyens de transport directement et au travail, donc l'axe 3 et l'axe 4 travaillent avec les transporteurs, puisque la mise en place de carburants alternatifs, comme l'a présenté Monsieur Lang, sur le B100 par exemple, à base de colza ou le HVO à base d'huile recyclée, sont des actions qui sont aujourd'hui prioritaires, peut-être de transition en attendant l'électrique ou l'hydrogène. Et puis le taux de chargement, malgré le fait que beaucoup d'entre vous aient déjà mis en place ce type d'action, il reste quand même à la cinquième place de ce top d'action, comme quoi il y a toujours des choses à faire dans ce domaine et à optimiser. Voilà. Merci pour votre participation. Et si ça vous convient, je vais laisser la main à Monsieur Fouchard pour la présentation de Coolidor, qui est également un chargeur, mais avec une flotte propre et donc un dispositif un peu différent. Mais je lui laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci Mathis et bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser la parole. Donc, je représente Coolidor en tant que directeur d'un site et je suis également en charge de la coordination de la supply chain pour notre petit groupe. Donc, vous voyez à l'écran quelques chiffres clés pour Coolidor. Donc, on est avant tout un fabricant français donc de portes de placard, de verrières, séparation de pièces et aménagement en tout genre, mais exclusivement sur mesure. Donc, on travaille nous aussi à la contre-marque. Euh, on est sur des produits qui peuvent être livrés entre une semaine pour les portes de placard et entre 3 et 6 semaines pour du rangement sur mesure. Donc, on parle de dressing, de bibliothèque, etc. Donc, une nouvelle fois, la contre-marque. On est un peu plus de 300 collaborateurs chez Coolidor. On faisait 47 millions de chiffre d'affaires, mais ça, c'était en 2022. On a un petit peu baissé en 2023. On travaille avec deux marques. Donc, la marque Coolidor pour la distribution dite professionnelle et, et la marque donc professionnelle pour les généralistes de matériaux et la marque AD Ambiance Dressing pour plutôt les cuisinistes ou les spécialistes du rangement. Euh, donc on va dire cinq sites en France. Le plus gros site est sur Verson, donc en Normandie, dans le Calvados, juste à côté de Caen, là où je me situe. Donc moi, je suis en charge de la direction de ce site-là, sachant que euh, à côté de ce site, on a le siège historique. A été fondée en 1986 par Michel Wyss et Arnaud Wyss a depuis pris depuis pas mal, enfin plus de 30 ans, a pris la direction de l'entreprise. On s'est également déployé sur le Rhône-Alpes avec deux entreprises, enfin deux ateliers, un dans le 38 pour uniquement la partie fabrication du rangement sur mesure et un autre sur Saint-Robert d'Albon pour la partie façade de placard. Et en fait, vous voyez un autre point plus à l'ouest, à côté de Bordeaux. Donc là, c'est un tout petit dépôt logistique pour faire du cross-dock afin de pouvoir livrer nos produits sur la partie sud-ouest.
parce qu'en fait, on livre 100% de nos produits de Verson, donc dans le Calvados, pour la partie nord. Et la partie nord, pour nous, c'est tout ce qui se situe au-dessus de la diagonale La Rochelle-Belfort. Tout le sud-ouest, je viens de le dire, au départ de Bordeaux, et tout le grand sud-est au départ de Saint-Rambert-d'Albon. Donc on a une flotte en propre d'une trentaine de véhicules, de 29 camions exactement, exclusivement en porteur 26 tonnes et en caisse amovible pour pouvoir faciliter les rechargements. On a 27 chauffeurs euh, qui couvrent une quarantaine de tournées par semaine. Pourquoi il y a plus de tournées que de camions? C'est qu'on a des camions qui font ce qu'on appelle des doubles tours. Certains partent sur la semaine, d'autres partent 2 jours, viennent recharger et repartent 2 ou 3 jours. Voilà pour les généralités par rapport à l'entreprise. Si on part sur le bilan carbone, donc on en a réalisé un en 2022. Donc, comme toute industrie, la plupart de nos émissions se concentrent plutôt sur le scope 3. Mais par rapport à ce qui nous intéresse là aujourd'hui, on parle du transport distribution. Donc, un petit peu moins de 13% de nos émissions euh, sont dues au transport de marchandises. 13% sur donc les 17 600 tonnes rejetées annuellement par Coolidor. Si on fait le focus en slide suivante sur le transport, euh, sur les 13%, donc sans trop de surprise, 91% des émissions sont dues à notre flotte de poids lourds, sachant que le solde est émis par la flotte plutôt de véhicules légers de nos commerciaux. Donc sur la diapo suivante, merci beaucoup. On voit notre démarche. En fait, notre démarche, elle est partie de ce postulat de base qui était notre bilan carbone, mais également on l'a associé à la réflexion autour du déploiement des ZFE. Comme on a parlé tout à l'heure, Olivier, effectivement, on est très très attentif à la future réglementation autour des ZFE. Donc, certaines en bleu sont déjà en place, mais pour le moment, aucune impose le critère 1. Mais nous, on est en train de s'y préparer. Le critère 1 sera obtenu uniquement avec des énergies alternatives. Nous, on en a étudié plusieurs. On a étudié le HVO, on a étudié le gaz sous les deux formes, en liquide et en compressé, et également le baissant. Donc là, je passe sur la partie plutôt à droite de la slide avec les axes qui viennent composer notre feuille de route à 3 ans. Donc on en a 4 axes principaux, donc les carburants alternatifs, l'outil de management de nos collaborateurs, de nos conducteurs, celui qu'on appelle l'outil de télématique embarqué, j'y reviendrai, euh, les conducteurs et la flotte. Concernant les carburants, on a un pourcentage de notre flotte qui est compatible à HVO, mais pour le moment, on n'a pas décidé d'y aller. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'HVO est pour l'heure pas encore critère 1. Donc on laisse cette énergie-là de côté pour le moment, même si ce sera assez facile d'y aller. Ensuite, on a étudié les gaz, donc le GNL et le GNC, même le biogaz. Donc plutôt très intéressant s'agissant des émissions, mais d'un point de vue opérationnel, à 2 points bloquants, en tout cas pour Polydor, c'est que on a une instabilité de prix, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. On a une instabilité de prix qui fait que nous, avec notre petite flotte, on ne peut pas se permettre de laisser des véhicules sur parc. Nos 29 véhicules sont en exploitation chaque semaine et on ne peut pas, en fonction du prix du gaz, se dire que X% de la flotte restera à l'arrêt. C'est opérationnellement impossible ou économiquement non viable. On a aussi une contrainte plutôt très pratico-pratique, c'est l'évaporation de ce contenu.
Nous, on a des conducteurs, on a des camions qui peuvent rester à l'arrêt du jeudi midi jusqu'au dimanche soir ou jusqu'au lundi matin. Et pire que ça, au mois d'août, les véhicules sont à l'arrêt pendant 3 semaines. Et on a compris que on allait devoir faire face à une évaporation du contenu du gaz. Et donc, ça nous a un petit peu refroidi et on a laissé le gaz de côté pour aller vers le biocarburant, le B100, donc avec oléosan. La contrainte, c'est que ça n'est pas distribué en station, mais il faut avoir une cuve sur le dépôt, sur les dépôts, donc avec des tailles de réservoir suffisamment importantes pour pouvoir faire la boucle, faire la tournée du litier, la boucle, la tournée pour pouvoir revenir au dépôt et refaire le plein en baissant. Parce que pour l'instant, on n'a pas forcément, même pas du tout l'autorisation de se revendre du biocarburant. Donc là, on va démarrer l'aventure à partir de cet été, de juillet 2024, parce on a trois tracteurs, donc ça va faire 10% de la flotte, trois tracteurs avec des remorques de type City qui arriveront sur le parc. Donc ce sont des tracteurs Renault qui sont en exclusif B100, donc on n'aura pas la possibilité de mettre du B7, du diesel classique. En cela, on obtiendra la vignette critère 1. Critère 1 nous permettant de rentrer dans les ZFE qui imposeront la réglementation. Alors, on avait en tête 2024, mais maintenant, ça s'est un petit peu décalé. Mais en tout cas, on sera prêt pour y rentrer avec trois véhicules, sachant que nous, on a deux distributions, comme je disais tout à l'heure, très différentes. On a besoin d'aller dans les hyper-centres-villes pour livrer les boutiques enfin, des spécialistes du rangement, mais on a également besoin d'aller dans les zones industrielles. Donc, sur les zones industrielles, on n'avait pas trop de difficultés pour rentrer en semi-remorque, mais on a choisi les remorques City pour justement pouvoir rentrer dans les hypercentres-villes. Voilà concernant les carburants, sachant que l'électrique et l'hydrogène, pour le moment, c'est pas forcément pour nous parce que, comme l'a dit Mathis, nous, on préfère se focaliser sur les énergies, sur l'énergie de transition qui est le B100. Et on en a vraiment conscience que ça n'est qu'une transition, donc pour combien de temps, ça, on ne le sait pas. Après, sur le deuxième axe, on a l'outil de télématique embarqué, donc Transix pour pas le nommer. Avec cet outil, alors on a toute une partie gestion de la prépay, mais ça c'est plutôt une organisation interne. Mais grâce à cet outil aussi, on travaille sur la, les trajets à vide. Donc nous, la particularité, c'est qu'on est en propre et on n'est pas autorisé à charger des matières qui ne nous appartiennent pas. Donc on a un pourcentage pardonnez-moi, pardonnez-moi, on a un pourcentage de transport à vide assez important. Donc ça, c'est un axe de progrès important. Et également, avec cet outil-là, on optimise nos kilomètres avec des tournées qui sont en permanence rechallengées, réoptimisées pour réduire les kilomètres. Ensuite, on travaille avec nos conducteurs sur deux axes. Déjà, on les forme à l'éco-conduite et ensuite, on les manage sur l'éco-conduite. On a un système de notation d'éco-score sur différents critères. Il y en a 6. Je vais vous en citer quelques-uns. On a les tours par minute trop élevés, on a la vitesse trop élevée, on a le pourcentage passé en roue libre. En roue libre, c'est-à-dire que c'est quand le conducteur ne touche ni au frein ni à l'accélérateur. On a la durée passée au ralenti, etc. Donc, c'est pas forcément le plus simple à mettre en place avec des conducteurs qui sont là depuis très longtemps. On a la chance de ne pas avoir du tout de turnover sur cette population-là, contrairement à des transporteurs plus conventionnels. Et donc, c'est une chance pour l'expérience, mais effectivement, c'est toute une culture du changement à apporter au quotidien auprès de nos conducteurs. Ensuite, si je passe sur le dernier axe, sur le matériel, voilà, on a un programme de renouvellement euh, annuel. On renouvelle entre 3 et 4 jusqu'à 5 véhicules parfois
sur les bonnes années en Euro 6, voire même en deuxième version. Donc ce sont des moteurs diesel, mais plus efficients, donc qui nous permettent de réduire toujours un peu plus notre consommation. Et donc, comme je l'ai dit, on passe aussi d'une flotte en tout porteur à une partie de la flotte en tracteur avec remorque City, de type City, pour pouvoir augmenter également notre capacité de chargement. On va passer de 9 mètres de caisse à 11 mètres avec les City, donc on va gagner un peu plus de 20% de capacité. Voilà pour notre démarche. Sur la dernière slide, je fais référence à Objectif CO2, donc c'est plutôt tout récent pour nous. On a signé la charte en décembre 2023. Alors pourquoi on l'a fait? C'est avant tout pour faire partie d'une communauté, parce que depuis 18 mois maintenant, quand on se renseigne sur la stratégie pour décarboner, sur les alternatives, autour de nous, on n'a pas forcément trouvé écho, on n'a pas forcément eu des acteurs ou des transporteurs on va- très concernés par la démarche. Et donc là, on trouve avec Objectif CO2, comme disait tout à l'heure Olivier, un carnet d'adresses qui a engagé aussi des démarches dans ce sens. Et, on peut se partager des retours d'expérience et aussi avec Objectif CO2, on a une partie de visibilité parce qu'on expose notre plan d'action et on peut l'afficher et on peut communiquer aussi sur la démarche. Euh, on peut lier la démarche à l'entreprise, donc ça c'est intéressant aussi. Euh, Objectif CO2 nous permet aussi de valider notre plan d'action et de le légitimiser parce que on le faisait depuis 18 mois, voilà, entre nous. Maintenant, on vient le tamponner, le valider, et ce qui nous permet d'afficher les résultats que vous pouvez voir un petit peu plus à gauche de la slide. Donc, à horizon de 3 ans, on a la prétention et on a validé un plan d'action pour réduire un peu plus de 30% nos émissions. Donc, sur notre flotte qui reste plutôt assez modeste avec 29 véhicules. Donc, ça ferait 500 tonnes de moins, entre 5 et 600 tonnes de moins de CO2 rejeté. Euh, la grosse majorité de ces gains viennent des énergies avec l'utilisation du B100 dès maintenant et du HVO peut-être un petit peu plus tard. On l'a programmé à partir de 2025 en faisant une estimation. Donc ensuite, on travaille sur les trajets à vide, comme je le disais tout à l'heure, et sur le management de nos conducteurs. Objectif CO2 nous permet aussi d'avoir un calendrier, un reporting régulier et structuré pour que l'on suive en interne et que l'on reporte en externe aussi nos évolutions. Donc la démarche est plutôt très récente, mais on est très bien accompagné par Andrew Patrick qui est toujours disponible pour nous aiguiller et nous conseiller vers une démarche de plus en plus décarbonée. Voilà pour Coolidor en quelques lignes, quelques mots. Merci beaucoup pour cette présentation. On a pu vraiment voir la différence entre Fred 21 et le fait d'être donneur d'ordre auprès de transporteurs et puis démarche avec une flotte propre et des actions directes sur la flotte et sur les conducteurs. Donc c'est bien complet à ce niveau-là. Je me permets de juste reprendre un petit point sur le report modal. On n'a pas trop parlé jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de flotte de camions. Et évidemment, c'est le moyen de transport le plus utilisé aujourd'hui en France. Ça représente 88% du transport de marchandises. Mais en termes de décarbonation, il y a un moyen, un levier d'action qui est extrêmement efficace, notamment pour les chargeurs et donneurs d'ordre, c'est le report modal. Je me permets d'en toucher quelques phrases. Euh, le report modal, c'est le fait de vouloir déplacer des camions de la route vers des moyens décarbonés tels que le fluvial ou le ferroviaire. C'est quelque chose qui est assez peu développé encore en France et dont on souhaiterait doubler voilà, la part de part modale
euh, d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone qui vise à moins 28% de gaz à effet de serre par rapport à l'année 2015. Donc, c'est des objectifs un peu globaux en France. Et pour ce faire, il existe plusieurs programmes qui existent également, comme Fred 21 Objectif CO2. Le premier dont je vous parle rapidement, c'est Appel d'air pour réaliser une étude de faisabilité. C'est également un programme C2E donc, qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui vous permet d'avoir une visibilité sur les flux que vous pouvez reporter ou non sur le ferroviaire ou le fluvial, d'avoir une cartographie des réseaux existants et de vous aider à savoir quel flux peut donner lieu à des expérimentations. C'est une première étape qui est vraiment importante et ce programme vous permet de le faire assez facilement via leur site. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à aller vous renseigner sur le sujet. En tout cas, vous avez le logo en tête. Le deuxième, la deuxième étape, ça va être de pouvoir financer ces projets de report modal et ces expérimentations. Et donc, pour cela, il existe plusieurs programmes également, notamment PARM, Plan d'action au report modal, qui est géré par VNF, Voies navigables de France, donc qui gère tous les cours d'eau en France, et notamment le transport de marchandises dessus. Et donc, c'est un programme qui peut vous permettre de financer une partie des expérimentations pour mettre vos flux sur les fleuves et de l'autre côté, le programme Remove, qui est également porté par, par l'AETF, qui est un programme C2E également tout récent et qui a pour objectif d'être vraiment concentré sur le report modal. Et donc, au même titre que les accompagnements dans le programme F, nous allons réaliser des accompagnements pour les entreprises qui souhaitent voilà, voir leur potentiel en report modal et puis mettre en place des expérimentations terrain et il existe également des appels à projets pour financer ces expérimentations. Le premier a été terminé, enfin, a été clôturé pardon, le 28 mars 2024, donc les dossiers sont en cours d'étude. Mais nous espérons d'ici un an et demi, avoir un second appel à projet pour les entreprises qui s'y seront intéressées et qui vous souhaiteront voilà, lancer des vraies expérimentations sur le report modal. Et enfin, la troisième étape, c'est de valoriser ces projets-là et quoi de mieux que Fred 21, entre guillemets, objectif CO2 pour cela. En plus, Fred 21, parce que c'est un peu plus pour les donneurs d'ordre sans flotte. Et donc, à travers l'axe moyen de transport, ou ensuite pour le label, il existe voilà, des étapes obligatoires telles que l'étude de faisabilité. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici dans le critère N8. Voilà, l'objectif est surtout que vous ayez en tête que cette ce levier d'action existe et qu'il existe des programmes pour vous accompagner dessus, même s'il est complexe et qu'il faut potentiellement voilà, s'y intéresser. Je laisse la parole à Émilie pour la conclusion avant les questions. Rapidement, désolé pour si on a un peu dépassé. Merci Mathis. Et oui, je voudrais qu'on garde quelques minutes pour des questions-réponses. Donc moi, je vais aller très vite et peut-être que ce qu'on peut faire, c'est de sauter certaines slides. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté, partagé votre expertise et votre témoignage autour de la décarbonation de la logistique. La logistique, c'est l'un des postes d'émissions de gaz à effet de serre de la filière ameublement, mais ça n'est pas le seul. Et c'est pour ça que dans le cadre de l'appel à projet ADEME, on déploie avec 10 entreprises pilotes la méthode Acte pas à pas, qui a été co-développée par l'ADEME à l'échelle internationale. Et cette méthode permet aux entreprises de s'interroger à la fois sur les enjeux de leur chaîne de valeur, de leur gouvernance et de leur organisation au regard des enjeux de changement climatique. Et donc, la méthode permet d'accompagner l'entreprise autour de 5 étapes qui permet à la fin de construire un plan d'action sur du long terme. Et ce qui fait que les entreprises sont très fortement incitées à avoir au préalable réalisé un bilan carbone Scope 3 avant de s'engager dans Acte pas à pas. Donc, on a la chance du coup d'avoir lancé ce programme l'année dernière. Et donc, sur la slide suivante, on a donc 5 entreprises pilotes qui ont démarré le déploiement de Acte pas à pas l'année dernière. Donc, on a parmi ces 5 entreprises co-leaders. Donc, merci doublement, Monsieur Fouchard, d'être présent aujourd'hui. Et on boucle cette semaine la promotion 2024. Donc, on pourra communiquer sur les noms dans les prochains jours. Donc, l'idée de ce programme-là, c'est à la fois de faire de l'accompagnement individuel et vraiment de permettre à des entreprises de mettre la main dans le cambouis, mais en même temps de permettre de sensibiliser l'ensemble de la filière et de faire
des focus sur des sujets un peu spécifiques comme aujourd'hui avec la logistique. Et l'idée, c'est que on crée un écosystème d'entreprises qui sont engagées dans la décarbonation de leur activité et de faciliter les échanges entre pairs et les échanges entre experts pour aller trouver les bonnes idées et les bonnes solutions. Donc, en termes de communication, vous avez une première vidéo qui est disponible sur YouTube avec le témoignage du coordinateur Acte Pas à Pas, Nicolas Gicker, au sein de la société Coolidor. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En 3 minutes, ça vous explique les tenants et les aboutissants de la méthode. Donc voilà. Voilà, juste une petite pub pour présenter du coup les prochains webinaires dédiés au secteur de l'ameublement qui seront organisés dans les prochaines semaines. Et ça nous laisse